Qui sont mes grands-parents ? Qu'ont-ils vécu ? Quelles époques ont-ils traversées ? Que m'ont-ils transmis ? À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, en général, je retourne la question et dans chaque épisode, un ou une invitée vient au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où elles viennent, ce qu'elles ont accompli, comment elles ont vécu. Et c'est dans la multiplicité de ces histoires que j'espère retrouver la trace de mes propres grands-parents. Ça, c'est en général. Mais cette fois-ci, pour le dernier épisode de la saison 2, ce sera moi, derrière le micro, interviewée par Laura Bois. Ça a été un sacré défi. On va parler de mes grands-parents, de ce que j'en sais, de ce que ces personnes m'ont transmis. Et on va aussi parler de la genèse de Passé Recomposé, pourquoi Passé Recomposé existe, et des suites du projet pour l'année à venir. Salut Laura. Salut Émilie. Alors c'est un peu drôle pour nous de faire ça de cette manière-là, chers auditorices, parce que en fait Laura, donc Laura Bois, qui est en face de moi pour une fois, vous la connaissez sans la connaître puisque c'est la personne qui monte tous les épisodes depuis un certain temps. Et pour ce dernier épisode de la saison 2, je lui ai demandé de me faire la faveur de mener l'interview. Alors, Laura, elle a aussi son podcast à elle, qui s'appelle Môme, dans lequel elle fait la même chose que ce que moi je fais, c'est-à-dire qu'elle se coupe beaucoup au montage, donc on l'entend quasiment pas. Donc Laura, elle était d'accord pour m'interviewer, mais c'est pas dit que vous l'entendiez beaucoup. Il est possible qu'elle se coupe au montage. Parce que je fais ce que je veux. C'est moi qui coupe. C'est ça, parce que c'est la monteuse qui décide au final de tout. Blague à part, voilà, donc c'est un épisode un peu spécial et je remercie Laura d'avoir accepté de jouer ce rôle-là cette fois-ci. Avec plaisir. Avant de commencer de parler de tes grands-parents maternels puis paternels, on va parler de la genèse du podcast Passé Recomposé. Comment est né Passé Recomposé ? C'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Je crois que ça date de peut-être 2012. Avec une amie, on avait envie de faire un projet qui soit un peu dans la même veine que Humans of New York. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce compte Facebook et après Instagram, où un photographe, dont j'ai oublié le nom, photographie des personnes anonymes dans New York avec des bouts de leur vie. Et à ce moment-là, on s'était dit avec cette amie que ça serait hyper intéressant de prendre des photos soit de personnes, soit d'objets, et de raconter non pas leur histoire à elles, mais l'histoire de leurs grands-parents. On dit toujours qu'en France, on est tous de première, deuxième ou troisième génération d'immigrés ou de migration, mais en fait, c'est une histoire qui est peu racontée. D'une certaine manière, il y avait cette idée que si on demandait à des anonymes de raconter la vie de leurs grands-parents, ça nous raconterait une partie des migrations plus lointaines en fait, de celles qui auraient eu lieu au début des années 1900 par exemple. Et puis ça nous raconterait des choses dont on se parle pas dans les livres d'histoire. Pour tout un tas de raisons, on l'a pas mise en place, en tout cas pas comme ça. Et autour de cette période, j'avais ouvert un blog. Je retranscrivais des interviews de personnes, d'anonymes, au sujet de leurs grands-parents. Plein de personnes ont spontanément dit qu'ils trouvaient ça hyper radiophonique et qu'ils aimeraient beaucoup, beaucoup entendre les personnes parler de leurs grands-parents, entendre cette histoire orale, ces histoires de famille, dans la bouche des personnes qui étaient interviewées. Et puis, je me suis mise à écouter beaucoup de podcasts. Je me suis rendu compte qu'effectivement, entendre des gens raconter des récits de vie, c'était hyper intéressant. Là, de manière assez spontanée, j'ai décidé de tenter de faire un épisode de podcast. J'ai demandé à quelqu'un de mon entourage de me raconter la vie de ses grands-parents en l'enregistrant. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à demander à d'autres personnes et que j'ai vraiment décidé de lancer Passé Recomposé. Et l'histoire qui est un peu rigolote, c'est que finalement cet épisode test, qui à la base devait pas du tout voir le jour, eh bien j'ai trouvé que modulo l'introduction que j'ai refaite, etc., c'était un épisode qui marchait bien. Et donc finalement ça a été l'épisode 2 de Passé Recomposé. Et du coup, comment t'as construit, comment est-ce que t'as créé cette saison 2 de Passé Recomposé ?
Alors, donc la première saison, après ça, elle s'est construite au hasard de mes intuitions et de mes rencontres. C'est-à-dire que le premier épisode avec Suzy, il se trouve que c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé et elle m'avait dit une fois une phrase qui m'avait marquée. Ma famille vient d'Azerbaïdjan, mais en fait, notre langue maternelle, c'est l'allemand et on parle le russe. Ça m'avait mis la puce à l'oreille et c'est pour ça que, avant de faire le premier épisode, je l'avais appelée en lui disant « Suzy, tu veux pas me raconter l'histoire de tes grands-parents ? Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans à apprendre. » Et c'était super parce que c'est vraiment une des histoires qui montre très très clairement le lien entre les histoires de famille et l'histoire avec un grand H. C'est ça que je cherchais dans la première saison, c'était des histoires qui fassent une sorte de mosaïque. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'en parlais autour de moi, déjà. Et puis, quand j'allais en soirée, je disais, voilà, j'ai lancé un podcast, Passé Recomposé, je veux parler de tous les types de familles qui existent. Et donc, cette saison, elle s'est construite au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment prévu en amont à quoi elle allait ressembler. Au bout de 10, 11, 12, 13 épisodes, je me suis dit, je suis un peu fatiguée, je vais faire une pause. Pendant cette période-là, j'en ai discuté avec des podcasteuses et des podcasteurs et aussi avec d'autres personnes du milieu du podcast et notamment, par exemple, Anne-Claire Lecat de Echo Factory. J'ai pris conscience que ça pourrait valoir le coup de construire la saison 2 en amont, c'est-à-dire de savoir dès le début de la saison à peu près la trame, à peu près le type de personne que je voulais interviewer et peut-être d'avoir une histoire générale, quelque chose qu'on cherchait, quoi. Comme je m'étais beaucoup effacée dans la saison 1 et que pas mal de personnes demandaient à entendre un petit peu plus à mon sujet, je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant que la saison 2 soit construite autour des questions que je me posais sur ma propre famille, sur les lieux, sur les thématiques, sur des choses qui traversent les histoires de famille, dans mes familles, mais que je peux pas forcément aller chercher moi-même. Soit parce que les personnes ont disparu, soit parce que le lien il est compliqué, soit parce que même si je pouvais leur poser la question, il y a forcément des choses qui échapperaient à l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai construit cette saison-là. Donc c'est pour ça que la saison 2, elle commence avec des lieux un peu emblématiques, des histoires de famille dans mes familles. Par exemple, l'Alsace, Alep, le Liban. Et puis après, tout un tas d'autres thématiques, la ruralité des montagnes, les familles où on vient de partout. Et j'avais aussi une autre idée en tête pour la saison 2, c'est que j'ai voulu faire un effort particulier pour à la fois interviewer des personnes plus âgées. La personne la plus jeune doit avoir dans la vingtaine et la personne la plus âgée a eu 85 ans l'année de l'enregistrement. Donc ça, c'est plutôt réussi. Et aussi pour aller dans des régions ou en tout cas aller un peu plus au contact des différentes cultures régionales de l'Hexagone parce que c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à ignorer, toutes ces spécificités historiques. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que la saison 2, elle ait un lien avec ton histoire familiale. Tu m'avais parlé du fait que pour toi, ça avait été quelque chose de pas évident et qu'il y avait une impréhension. Est-ce que tu veux en parler ? J'ai trouvé ça extrêmement difficile de parler de moi et de parler de ma famille. Déjà, je suis pas sûre que ce soit ça qui intéresse les gens qui viennent écouter Passé Recomposé. C'est pour ça que je me suis coupée au montage, parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est les récits des autres. Et alors la deuxième raison pour laquelle c'est difficile pour moi, c'est que j'ai l'impression que ça n'engage pas que moi quand je parle de ma famille. Ça, c'est quelque chose que je mentionne pas vraiment dans les intros, etc. Mais les personnes qui sont interviewées dans Passé Recomposé peuvent toujours choisir de le faire anonymement ou d'anonymiser les noms de leurs ancêtres, de les changer. Et ça arrivait plusieurs fois. Et même si les personnes choisissent de ne pas anonymiser, quelque part, comme tous les noms de famille sont coupés, sont interdits même, c'est difficile de les retrouver si on ne les connaît pas, en fait. Quand moi je parle de ma famille, ou quand je fais parler des membres de ma famille, ce que j'ai fait dans les 2 derniers épisodes, on n'a pas cet anonymat. C'est-à-dire que c'est retracé à moi. Si je dis des choses sur ma famille, les autres membres de
ma famille sont d'une certaine manière reliés à ça, reconnaissables. Et ça me met extrêmement mal à l'aise. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de tes grands-parents. On va commencer par tes grands-parents maternels. Le grand-parent que j'ai le plus connu, c'est ma grand-mère, Janine, qui est née autour de 1921 à Bry-sur-Marne, donc en région parisienne. Elle naît dans une famille où son père est médecin de campagne et sa mère, je pense, entre guillemets, juste bourgeoise, descendante de cette fameuse famille industrielle d'Alsace qui a été évoquée par mon oncle et ma tante dans l'épisode 25. En fait, je ne sais pas énormément de choses sur son enfance. Ce que je sais surtout, c'est qu'elle vivait avec ses parents, son frère et ses grands-parents, parce que ses grands-parents avaient fait faillite à cause des emprunts russes. Je sais qu'il y avait beaucoup de deuil dans la famille, parce qu'ils portaient tout le temps le noir. Ma grand-mère a porté le noir jusqu'à ses 9 ou 10 ans, je pense. Parmi les choses que je sais sur l'enfance de ma grand-mère, de Janine, c'est que son père, il avait été vétéran de la Première Guerre mondiale. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a aussi été impliqué en tant que médecin de campagne. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il était dans la résistance, ça je sais pas, parce qu'en fait, apparemment, il en a pas vraiment parlé. Mais de ce qu'on sait, il a soigné des personnes ou il a aidé des personnes. En fait, il avait un pass en tant que médecin, un passe droit qui lui permettait de circuler. Et j'ai entendu la phrase qu'il circulait à vélo, alors je sais pas si c'est vraiment à vélo, mais il circulait dans la campagne, même quand il y avait des interdictions de circuler. J'ai pas beaucoup d'informations sur comment elle l'a vécu. La Seconde Guerre mondiale, Janine, elle nous disait qu'il n'y avait plus de bas en nylon et que pour faire comme si elle avait des bas, elle et ses copines prenaient une pièce de monnaie, coloriaient sur la tranche avec un crayon à papier et se roulaient la pièce le long de la jambe pour imiter la couture qu'il y avait sur les bas à cette époque-là. Alors je me dis que si ça, c'est la principale information que j'ai sur comment ma grand-mère a vécu la guerre, c'est qu'en fait, elle n'a pas vraiment eu de problème pendant la guerre. Peut-être que je lui fais un tort de dire ça, mais de ce que j'ai compris, à la campagne, ça allait quand même mieux qu'en ville. Et du coup, je pense qu'ils ont quand même bien mangé. Les gens qui ne pouvaient pas payer pour les soins médicaux faisaient des dons en nature, donc en alimentation. Donc je pense que le b.a.-ba a été assuré. L'autre information que j'ai, c'est que quand même elle vivait l'occupation allemande comme une occupation et elle a gardé du ressentiment envers l'Allemagne au sens de la langue allemande la heurtait parce que ça l'a ramenée à des souvenirs de la guerre. Et comme en plus elle venait d'une famille francophone d'Alsace qui avait fui en 1871 et que ça nous était raconté limite comme s'ils étaient partis avec le buste de Marianne sous le bras pour rejoindre la région parisienne triomphante, je sais pas si une partie de ce ressentiment ne venait pas aussi de cette histoire familiale-là. Et je sais que ma grand-mère était assez forte à l'école. Non seulement elle a eu son bac, ce qui était apparemment plutôt rare pour les femmes de sa génération, mais en plus, elle a fait médecine. Je ne sais pas vraiment si elle avait l'intention d'être médecin. Je pense qu'il y avait quelque chose d'assez fort dans le lien avec son père, et que c'était aussi pour faire plaisir à son père et pour qu'il y ait encore dans chaque génération quelqu'un qui fasse médecine. Pendant qu'elle est en fac de médecine, elle rencontre un certain Pierre. Pierre, il est né en 1919. Je pense qu'il est né à Paris. Lui, pour le coup, vient d'une famille de la bourgeoisie intramuros de Paris, une bourgeoisie plus fortunée, on va le dire, et plus ancienne, et aussi une famille où il est la 6e génération à faire médecine. Alors lui, je sais encore moins de choses sur l'enfance et la jeunesse de Pierre. Je sais que Pierre, il voulait devenir aviateur. Ça lui a été interdit, mais on lui a permis de faire des figurines miniatures d'avions. Il a eu un accident avec... Alors, j'ai pas bien compris si c'était une aile ou un moteur de miniature ou quoi, mais qu'il a failli devenir aveugle d'un œil. Je sais qu'il a gardé une passion pour le planeur qui était très très forte. Et donc mes grands-parents se rencontrent en médecine. Ils vont tomber amoureux.
et ils vont se marier à la toute fin de la guerre. Et ils vont avoir leur premier enfant à ce moment-là, à peu près en 45. C'était pas forcément un mariage qui était super bien vu du côté de la famille de Pierre, en partie parce qu'il a été assez rapide et que le premier enfant est arrivé assez rapidement. Et des médecins de campagne, c'était moins bien vu. Il y avait une forme de mésalliance dans tout ça. Pierre, il était souvent malade, je crois qu'il avait la tuberculose. En tout cas, il avait des problèmes aux poumons, donc il était souvent en sanatorium. Donc ça a aussi retardé le fait que lui, il finisse sa médecine. Ils ont eu besoin d'aide financière de la part de leurs parents. Donc mon grand-père, il réussit à finir médecine, il prend le cabinet de son père à lui. Ma grand-mère a finalement fini sa médecine. Elle avait déjà son 4e enfant, je pense. Et après, elle a eu à nouveau 3 enfants de plus. Et donc, elle n'a jamais exercé en tant que médecin, même si mon grand-père, lui, il a exercé. Après, je ne sais pas énormément de choses. Je sais que, évidemment, je sais qu'ils ont eu 7 enfants, d'autant plus que ma mère, c'est la dernière des 7. J'ai un peu du mal à me faire une idée du train de vie de mes grands-parents. Je pense que c'était plutôt une vie confortable. La plupart de leurs enfants ont fait des études. Ils avaient plusieurs appartements dans Paris, des petits appartements. Ils avaient aussi une maison de campagne. Donc effectivement, ils avaient plutôt un bon train de vie. De ce que je comprends, une bonne partie de ce train de vie, justement, était allouée au vol à voile que faisait mon grand-père. La famille passait une bonne partie des week-ends à l'attendre pendant que lui il faisait du planeur. Janine, j'ai entendu dire qu'elle aimait beaucoup les bébés en fait, qu'elle aimait beaucoup les petits-enfants. Je sais pas du tout vraiment si elle avait d'autres occupations. Je sais qu'elle lisait, je sais qu'elle écoutait de la musique. Une des choses que je sais qu'elle faisait pas mal, c'est que c'était un peu le point conseil médecine, quoi. Si un petit enfant était malade, s'il se passait un truc, elle avait souvent des très bons réflexes, en partie parce que, ayant eu 7 enfants chez elle, elle avait dû voir tout plein de configurations, et aussi parce qu'en tant que médecin, fille de médecin, femme de médecin, bru de médecin, et bien en fait, c'était un savoir qui était tout le temps là. Je garde très peu de souvenirs de mon grand-père, que j'ai un peu rangé dans des cases en fonction de ce qu'on m'a raconté de lui, et que je tiens pas forcément à connaître mieux en tant qu'homme. J'étais assez jeune quand mon grand-père est mort. Il est mort quand j'avais autour de 7 ans. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui avait envie d'être parent. Du coup, j'ai pas l'impression non plus que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les enfants. C'est-à-dire qu'on a un récit de famille où il est venu nous voir à Londres et il m'a lu un livre, un Babar, je crois. Et ça a paru extraordinaire à tout le monde que mon grand-père me prenne sur ses genoux pour lire un livre. Je sais pas exactement ce qui relève du mythe ou de la réalité. Et puis, dans ce même séjour, mon grand-père avait aussi fait un 2e jeu avec moi. C'est-à-dire qu'on avait fait un chien et un chat en plâtre moulé. Quand les petites statuettes étaient sèches, il a été question de les peindre. J'ai peint, je sais plus, un nez rouge, des oreilles vertes, des yeux jaunes à mes animaux, et je me rappelle que mon grand-père m'a fait la remarque de « mais pourquoi tu fais ça ?» Pour s'amuser, non, on peut faire ce qu'on veut. Et il m'a regardé avec un air un peu effaré, et après il s'est désengagé du jeu en mode « bon tu fais n'importe quoi, tu fais ce que tu veux ». Et donc j'ai gardé cette image de lui que je sais pas si elle est juste, mais une image de... Je sais pas s'il apprécierait le fait que je fasse des pas en dehors de ce qui est censé être normal ou conforme ou bien. Bon, après, encore une fois, mon grand-père, c'est quelqu'un qui ne voulait pas être médecin, qui a été médecin, qui voulait être aviateur, qui a fait du planeur. Janine, moi, je l'ai connue plutôt âgée. Comme je suis un des enfants de sa dernière fille, elle avait déjà quasiment 70 ans quand je suis née. Donc moi, ce que j'ai connu, c'est une vieille dame plutôt élancée, assez grande, toujours impeccablement habillée, mais qui pour moi était une sorte de serial mère au foyer, quoi. Ça avait été la mère au foyer de 7 êtres humains, ce qui me semblait absolument incroyable. D'ailleurs, elle avait eu une médaille, parce qu'à l'époque, on avait des médailles quand on avait beaucoup d'enfants. J'avais la particularité que assez tôt, mes parents ont déménagé en Angleterre, donc j'étais sa petite fille, on va dire, anglaise.
on venait les voir ou elles venaient nous voir tous les quelque temps pour des vacances, mais on n'avait pas forcément un lien du quotidien. Ma grand-mère, elle a réussi à créer un lien relativement fort quand même avec moi. Elle nous abonnait en fait à tous les magazines français, Tom Tom et Nana. Donc on recevait tous les mois un magazine d'enfants qui arrivait à la maison pour nous. Je pense que c'était une façon pour elle de faire vivre la langue française dans ma famille en Angleterre. Par la suite, elle nous amenait dans les musées. La première fois que je suis allée au théâtre en France, c'était avec elle et c'était à la Comédie Française. Elle mettait de la musique, elle mettait du Chopin pour m'endormir. Une des premières phrases que j'ai prononcées, c'était « Oh non, pas Chopin !» parce que j'avais compris que quand elle mettait Chopin, j'allais bientôt m'endormir. Elle avait une grande connaissance des plantes. Et donc, pareil, une des premières plantes que j'ai su nommer, en français, c'était fuchsia, parce que ma grand-mère me l'avait appris, parce qu'elle me voyait m'extasier devant cette plante. Donc, ça fait une relation assez forte pour moi, parce que j'ai l'impression qu'elle a mis du sien pour créer ce lien. Même si, bon, parfois ce lien, il passait aussi par le fait de me corriger mon français. J'ai vécu des moments d'une confusion assez marrante et troublante. Je disais souvent, je suis désolée, la traduction littérale en anglais, I'm sorry. Et j'ai le souvenir de ma grand-mère qui me dit, mais arrête de dire que tu es désolée, je suis désolée, c'est pour quand il se passe quelque chose de majeur, de très grave. Donc moi, je disais, je suis désolée d'avoir dit, je suis désolée. Bon, elle s'arrachait pas les cheveux, mais on n'en était pas loin quand même. C'était vraiment un moment d'incompréhension mutuelle entre nous. Alors, je parle beaucoup de ce qui est, entre guillemets, positif dans cette relation, parce que c'est vrai qu'elle a eu de l'importance dans ma vie, Janine. Mais la relation avec Janine, c'était comme une petite danse, on pourrait dire. Une danse pas toujours très agréable, le genre de danse où on se fait marcher sur les pieds, ou bien où on se fait tourner un peu trop rapidement, parce qu'il y avait pas mal de côtés désagréables aussi dans la relation. C'est difficile de rentrer dans les détails au micro, mais disons que ce n'est pas quelqu'un qui a accueilli mon héritage libanais avec joie, bien au contraire. C'est quelqu'un, Janine, qui est restée pétrie d'une pensée coloniale. Et même si je pense qu'elle se considérait de gauche sur certaines choses, il lui arrivait de dire des choses qui étaient extrêmement racistes en fait, et de nous le dire, ou de me le dire. Ayant grandi en Angleterre, j'étais pas perçue comme arabe en fait. J'étais perçue comme française. Donc la seule personne qui me renvoyait cette partie-là de la culture française, c'est-à-dire le fait de pointer du doigt l'arabité, c'était ma grand-mère. Et il y a des choses sur lesquelles elle n'a pas forcément cherché à aider à construire mes identités, mais au contraire à me ramener dans un certain chemin ou à me reprocher, en fait, certaines choses que je ne comprenais pas encore. Bon, après, je pense que je lui rendais bien sur certaines choses. Parfois aussi, je lui renvoyais des choses pour un peu la mettre à mal, ou en tout cas jouer avec ses perceptions de l'histoire et de la vérité. C'est un sujet qui est un peu compliqué parce que c'est la grand-mère dont j'ai été la plus proche, et c'est aussi clairement une personne qui avait des propos et des comportements dont j'avais honte en public et qui me blessaient. Et quand elle est morte, moi j'avais 19 ans, j'ai vraiment eu la sensation de perdre la racine que j'avais qui me permettait d'exister en France. C'est-à-dire que, ayant grandi en Angleterre, ayant un père libanais, ayant un accent, ayant pas du tout les mêmes références culturelles que les autres personnes autour de moi en France, je me sentais pas forcément complètement légitime d'être française. Je devais tout le temps justifier que j'étais française. Et ma grand-mère, elle, c'était le lien physique et tangible. J'avais une mamie, une mamie Janine, j'étais donc française, quoi. Je lui en ai voulu quand elle est morte, en partie parce que, quelque part, symboliquement, j'avais l'impression qu'elle me laissait tomber. Bon, ça c'est à moi de le régler, pas à elle. J'ai un souvenir complexe vis-à-vis d'elle, et j'ai dédramatisé ça, je pense que c'est pas grave.
On va passer du côté paternel et je vais te laisser raconter donc leur histoire. Mon grand-père Elias, il naît en 1937 dans la montagne libanaise et dans l'heure ou dans la journée qui suit sa naissance, son père à lui va mourir. Du coup, la mère de Elias, qui s'appelle Isabelle, elle va être amenée à se remarier. Je pense qu'elle a quand même mis plusieurs années avant de se remarier. La légende familiale n'est pas très claire. Mais en tout cas, elle s'est remariée avec un homme qui s'appelle Marouf. Et mon grand-père, Elias, il a grandi entre le village d'origine, donc Reshmeya, dans le Chouf, et je crois une école pensionnat / orphelinat. Ça dépend un peu des versions. En tout cas, je sais que c'était un milieu rural, pauvre, où ils travaillaient la terre, ils avaient une petite boutique. Je sais que Elias, il a été amené assez jeune à faire ce qu'on pourrait appeler des petits boulots, par exemple enfant de chœur aux enterrements ou quelque chose comme ça, avant ses 10 ans, pour envoyer de l'argent à la montagne pour aider la famille. Et Elias, il devient ébéniste. J'ai cru comprendre qu'il était plus ou moins dans un orphelinat qui formait hyper bien les gens. Ce que je sais ensuite, c'est qu'il travaille dans une boutique à Beyrouth. Je pense qu'il travaille assez bien. Et il va aller à Alep rencontrer son chef, enfin la personne à qui appartient la boutique, qui lui vit à Alep et qui a une autre boutique à Alep. Il est tout jeune, je pense qu'il a 17, 18 ans maximum. De ce que j'ai compris, il va déjeuner, rencontrer. À un moment, la fille du gérant arrive. Donc là, c'est mon grand-père qui me l'a raconté, mais via des traductions, donc je suis pas sûre exactement de bien retranscrire ce qui s'est passé. Mais elle porte un vêtement qui a une certaine couleur et elle dit quelque chose à mon grand-père et en fait, ils se sont plu mutuellement et mon grand-père lui fait un trait d'esprit, lui dit une phrase qui, de ce que j'ai compris, est un mélange entre un vers d'une chanson un peu connue, un petit twist dessus et qui fait référence à la couleur de la robe qu'elle porte. Donc ça fait un super effet. Cette femme qui s'appelle Yvonne, ça l'amuse beaucoup. Ils se sont plu et ils vont se marier. Yvonne, je ne connais pas sa date de naissance. Je sais pas grand-chose sur elle en fait. Je sais même pas combien de frères et sœurs elle a. Je sais qu'elle a plusieurs frères et qu'elle a au moins une sœur. Elle est la dernière de ses frères et sœurs. C'est une famille qui a connu pas mal de migrations et d'éclatements. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a tout un mystère autour de cette famille. Le nom de famille du père de Yvonne, donc Skender, son nom de famille, signifie turkmène ou turc. Et comme on n'a aucune trace de sa famille à lui, on ne sait rien sur lui, on pense qu'il est venu du Turkménistan ou de Turquie. C'est une des hypothèses pour expliquer certaines choses dans la famille, voilà. Elle a 3 ans quand sa mère, Bahia, meurt d'une maladie assez longue. On suspecte que c'est peut-être un cancer d'une partie interne du corps. De ce que j'ai compris, Yvonne, elle a grandi entre la maison de son père et de sa belle-mère. J'ai entendu que ça se passait pas super bien avec sa belle-mère, mais c'est pas du tout quelque chose que je peux vérifier. Et donc elle a aussi grandi chez sa grande sœur, qui était à Homs, une ville syrienne et qui était beaucoup plus âgée qu'elle, qui s'est mariée et du coup qui s'occupait d'elle, qui la faisait venir chez elle. Non seulement elle part vivre à Beyrouth avec son mari, mais de ce que je sais, au moins un de ses frères est allé vivre en Amérique latine et je sais pas trop où étaient ses autres frères et sœurs, à part celle qui était à Homs du coup. La chronologie précise, je la connais pas bien. Ce que je sais, c'est qu'il devait avoir des bonnes relations avec le gérant, donc Skander, le père de Yvonne. Skander, il va permettre à Elias d'avoir une meilleure position dans la boutique à Beyrouth. Alors j'ai pas exactement compris s'il lui offre la boutique, s'il lui vend à bas prix, s'il le met dans une position de gérant. En tout cas, il leur donne une situation à ces jeunes mariés. Et heureusement parce qu'ils vont avoir le premier enfant assez rapidement. Mon grand-père, il avait 23 ans quand son fils aîné est né, donc mon père. Ils vont vivre toute leur vie au Liban, à Beyrouth. Avant la guerre du Liban, ils vont faire pas mal d'allers-retours avec la Syrie. Ils vont maintenir un lien assez fort avec la Syrie.
Ils vont rester à la fois ancrés au Liban, allant souvent à la montagne, à Rechmaïa, et aussi allant pour des périodes assez longues, j'ai l'impression, à Alep et aussi à Homs. Et ensuite, il y a eu la guerre, et c'est là que ça se complique un peu dans ma connaissance de leur vie. La boutique de mon grand-père, elle était placée sur la ligne de démarcation entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest. Elle s'appelait la ligne verte. Il y a eu des phases de la guerre où elle était extrêmement dangereuse, il y avait des snipers qui guettaient. Les gens n'utilisaient plus cette partie-là de la ville, et donc la végétation avait repoussé à cet endroit-là. Et donc la boutique a fermé, et ça marque vraiment une rupture dans leur vie parce que cette boutique, ça leur avait permis une ascension sociale. C'est-à-dire que mon grand-père, qui partait quand même de rien, il était en charge d'une boutique, ça marchait bien. De ce que j'ai compris, ils avaient déménagé dans un quartier de Beyrouth qui est assez chic. Et donc la boutique ferme. Et à partir de là, de ce que je comprends, c'est un peu une forme d'errance, c'est-à-dire qu'il ne va pas réussir à réouvrir une boutique. Il va faire d'autres petits jobs. Donc j'ai pas bien compris, je pense qu'il a essayé d'autres formes de commerce. Mais je sais pas grand-chose ensuite sur la suite de sa vie professionnelle à lui. Et ma grand-mère, de ce que je sais, elle n'a pas exercé de métier où elle a été rémunérée. Bon, après, elle avait quand même 5 enfants, donc c'est un boulot à temps plein aussi. La guerre du Liban, c'est pas forcément à 100% évident de mettre des dates sur tout, vraiment d'expliquer, mais en tout cas, on va dire que c'est un conflit armé qui commence, on dit en général en 75, et après qui va durer jusqu'à les premiers accords de paix qui sont en 1992. Donc en fait, dans cette période-là, ce qui va sans doute marquer la vie de mes grands-parents, outre le fait que du coup ils vivent dans un pays en guerre, et que c'est une guerre civile, donc ce sont des civils pour beaucoup aussi qui vont la faire, cette guerre, c'est que leurs 2 fils aînés vont quitter le Liban, et vont quitter le Liban définitivement. Je pense que ça a dû marquer mes grands-parents parce que même s'il y avait cette fluidité entre la Syrie et le Liban dans leur mode de vie avant, je suis pas sûre qu'ils s'étaient imaginé que leurs enfants vivraient en France et que certains de leurs petits-enfants vivraient en Europe. Et voilà, et je connais assez peu finalement leur vie, je connais assez peu leur goût, leurs occupations. Je sais que ma grand-mère est une cuisinière hors norme, en partie parce que tout le monde le disait, en partie parce que j'ai pu goûter sa nourriture qui effectivement était très bonne. Je sais que mon grand-père jouait pas mal au tric-trac, donc il y a un jeu qui est assez répandu dans cette partie-là du Moyen-Orient. Et voilà, et mon grand-père, il parle un petit peu plus français, donc j'ai pu plus interagir avec lui, et j'ai vu qu'il avait une personnalité plutôt... il aimait bien nous faire rire. C'est comme ça qu'il faisait une connexion avec nous. En fait, ce sont des grands-parents avec qui j'ai pas beaucoup de souvenirs. En partie parce que il y avait la distance. J'aime pas dire des phrases qui commencent par « à l'époque », mais c'est vrai qu'à l'époque, appeler le Liban, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui faire une visio WhatsApp ou ce genre de choses. Il y avait matériellement des difficultés. On n'allait pas forcément extrêmement souvent au Liban parce que c'était aussi perçu comme potentiellement dangereux. Et pas juste perçu comme dangereux, mais c'était une réalité. Et puis après 92, le Liban a été occupé par les forces syriennes. Du coup, j'ai des souvenirs assez forts d'un voyage qu'on a fait quand j'avais 5 ans. Après, j'ai quelques souvenirs de voyages qu'on a fait quand j'étais ado. Mais ce n'est pas un lien qui a vraiment été entretenu. Et je pense que la barrière de la langue, elle y était pour beaucoup dans les 2 sens. C'est-à-dire que la barrière de la langue rendait compliqué d'interagir pour commencer, et la barrière de la langue, elle était pratique. J'ai pas mal de souvenirs du Liban en tant que tel, mais j'ai du mal à décrire qui sont mes grands-parents. On va passer à la partie transmission de l'épisode. Est-ce qu'il y a des choses que tes grands-parents t'ont transmis ? Oui, sans doute. Je pense que ma grand-mère Janine, elle m'a transmis
peut-être pas l'amour des livres, je pense que je l'aurais eu sans elle, mais en tout cas, elle a été quelqu'un dans mon entourage qui parlait beaucoup de livres, qui aimait beaucoup les livres. Et je pense que ça a contribué au fait que je m'intéresse à la littérature. Elle n'a pas forcément vécu assez longtemps pour qu'on puisse beaucoup partager sur la littérature française. Du fait d'avoir d'abord appris l'anglais et d'avoir dû me réadapter au français, j'ai mis du temps à rentrer dans le type de texte qui aurait pu lui plaire elle. Et tout à l'heure, j'avais parlé du fait qu'elle m'a emmenée au théâtre et que ça m'avait énormément marqué. Il se trouve que je fais du théâtre depuis plus de 20 ans. Certaines des portes qu'elle m'a ouvertes sont des choses que je pratique aujourd'hui. L'écriture et la lecture, le théâtre. Je pense que même ce grand-père Pierre dont je parle très peu et que je mets un peu de côté, parfois il y a des aspects de ce que j'ai entendu de lui où je me dis qu'on a des choses en commun. Est-ce qu'il me les a transmises? Je ne sais pas. Mine de rien, avec son passe-temps éternel, le fait de donner beaucoup de temps pendant des années à des projets qui sont pas perçus comme des projets professionnels, ça déjà c'est quelque chose que je partage avec lui, clairement. Après, moi j'ai plutôt la sensation, quand je réfléchis à la transmission, que ce soit du côté maternel ou paternel, j'ai plutôt la sensation de transmission entravée. Encore une fois, cet éloignement géographique, linguistique, je pense que ça n'aide pas à se transmettre des choses. Et puis, je pense qu'il y avait des choses que j'avais besoin ou envie de rejeter pour pouvoir me construire. On a un peu parlé de la façon de penser, de réfléchir de Janine sur certains sujets. C'est vrai que j'ai eu l'impression qu'elle était déçue de pas nous avoir transmis, ou m'avoir transmis à moi, des caractéristiques comme les yeux bleus et les cheveux clairs. Alors il y a la musique aussi. En fait, j'ai joué pendant 10 ans du violon. Un des violons sur lesquels j'ai joué, c'était le violon de son père à elle. J'ai cru à un moment que c'était parce que c'était elle que je ne voulais pas de la musique. Maintenant, j'ai juste compris que j'ai pas forcément les moyens ou l'attrait de la musique. Voilà, donc ça, c'est une transmission qui était un peu partielle, un peu entravée, et qui est assez marrante aujourd'hui parce que je côtoie beaucoup de personnes dont le métier, c'est la musique, et pourtant j'ai l'impression de n'avoir jamais fait de musique. Et puis, par exemple, je sens que j'ai des blocages et des choses que j'ai volontairement pas voulu recevoir en héritage. Je disais que Yvonne, c'était une très très bonne cuisinière. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans son rapport aux gens de la famille. La cuisine, la nourriture, de nourrir les gens. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais voulu cuisiner la nourriture libanaise. Je mange volontiers libanais, avec grand plaisir, mais c'est vrai que ça aurait pu être un lien entre nous, et j'entends beaucoup d'histoires de grands-parents, même qui ne parlent pas les mêmes langues que leurs petits-enfants et qui créent un lien autour de la cuisine et de la nourriture. Et moi, j'ai pas envie de prendre ça. Comme autre entrave à la culture du côté libanais, la langue arabe. Assez tôt, mon père a arrêté de me parler arabe à la maison. Et même si j'ai un peu repris des connaissances d'arabe quand on y allait quand j'étais jeune, au Liban, je parle pas arabe et j'ai franchement du mal à chaque fois que j'essaye de le réapprendre. J'ai cru comprendre que je n'étais pas la seule à avoir ce genre de situation. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Enfin, je sais que la transmission de la langue arabe, c'est une des plus difficiles en France. Dans les familles pour qui l'arabe est une des langues premières, ou la langue première d'un des parents, c'est la langue la moins transmise. Donc, je pense qu'une des raisons pour laquelle cette langue, elle est compliquée, c'est aussi parce qu'on vit dans une culture qui n'aime pas la langue arabe. C'est compliqué de parler arabe dans la rue sans se faire regarder. C'est compliqué d'avoir des t-shirts avec des messages en arabe dessus. En France, même moi, j'aurais presque peur, en fait. J'ai peur de porter un t-shirt avec écrit quelque chose dessus en arabe. J'ai peur d'avoir à me justifier. J'ai peur du regard. Je pense que le rapport qu'il y a ici aux cultures arabes a aussi entravé une partie de la transmission qui aurait pu exister dans mes familles. Et c'est pas du tout pour excuser mes familles ou pour dire qu'on est victime de quoi que ce soit, mais c'est pour dire que le cadre était pas propice à aider
quand il y avait en plus une distance géographique, quand il y avait en plus pas de moyens techniques à notre disposition pour pouvoir se parler facilement. Voilà, donc j'ai plutôt la sensation dans mes familles que la transmission, elle est vue par le prisme de la difficulté ou de la non-transmission. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de choses qui sont passées de manière inconsciente, mais j'ai du mal à les identifier, donc j'ai du mal à les partager avec vous aujourd'hui. Du coup, la transmission au pays, ça serait pas forcément au travers de tes grands-parents. Comment justement reconstruire une transmission ? Quelque chose que j'ai réalisé assez récemment, c'est que c'était à moi aussi de construire ces transmissions. J'ai parlé du fait que j'avais l'impression que c'était ma grand-mère qui m'avait transmis, entre guillemets, la France ou qui m'avait rendue française. Mais en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai déménagé en France et que j'ai pu du coup me créer un rapport à la culture française. Tout bêtement, les auteurs et les autrices qui me touchaient, toutes ces choses-là qui font partie de la culture aussi. Ou des choses plus banales, ce que j'aime manger, les gens avec qui je parle, la classe sociale à laquelle j'appartiens, toutes ces choses-là. Et en fait, avec les cultures libanaises, syriennes et arabes de manière générale, comme je n'y ai pas vécu, j'ai cru pendant longtemps que tout devait passer par la famille. Et j'ai compris maintenant que, en fait, je peux construire ma propre transmission, je peux aller chercher la transmission dans des relations amicales, dans des relations que je choisis de construire, et aussi que c'est finalement à moi de faire l'effort. Et d'ailleurs, ça me pose question par rapport au fait d'habiter dans les pays qu'on veut connaître. C'est-à-dire que il a été question parfois de déménager au Liban, mais ce n'était jamais le moment. Et c'est vrai que parfois, on est face à des pays dont on dit tout le temps, ce n'est pas le moment. Et donc parfois, je me dis, à un moment, je vais décider que c'est le moment, et je vais y aller quoi qu'il soit en train d'arriver, si j'ai envie de construire un lien à cette culture. Voilà, c'est un des questionnements que j'ai par rapport à la transmission, ou la transmission d'une culture, d'une langue, qui dépasse en fait le cadre familial. J'ai pas encore la réponse. Je sais pas si un jour Passé Recomposé sera fait depuis le Liban, parce qu'il y aura... Qui sait ? Du coup, au début de l'épisode, on a évoqué la genèse du podcast Passé Recomposé. On a aussi parlé de la continuité de ce podcast avec la saison 2. Est-ce que tu veux bien nous donner des indices, des petites clés, des petites pistes de réflexion sur une éventuelle saison 3 ? Alors oui, il y a une saison 3 qui est presque déjà en préparation. La saison 3, que j'imagine, elle va mettre du temps. Elle va mettre du temps parce que elle est encore plus ambitieuse que la précédente. Alors je ne l'ai pas mentionné au début, mais en fait, dès le démarrage, j'ai eu des coups de main et des gens autour de moi. J'ai eu une amie qui s'appelle Chloé Attali qui m'a aidée sur certains envois de communiqués de presse. J'ai Arthur Lavandier qui m'a fait la musique. J'ai Oriane Juster de l'Atelier Commun qui m'a fait, et qui me fait toujours d'ailleurs, des visuels. Donc j'ai quand même été entourée tout du long, avec aussi des gens qui aidaient sur le Tipeee. Merci à vous d'ailleurs, et qui m'encourageaient de plein de manières différentes ou me donnaient des coups de main. Il y a aussi évidemment toi, Laura, qui petit à petit est devenue la monteuse officielle et donc qui a joué un rôle non négligeable, parce que en fait, ce genre de projet, on a toujours besoin d'avoir des allers-retours avec quelqu'un d'autre, et on a aussi toujours besoin de main forte dans les choses qu'on ne sait pas faire. Moi, je ne sais pas faire un visuel, je ne sais pas faire un montage aussi bien que toi, tu sais le faire. Et la saison 3, elle va nécessiter un peu plus de personnes et de manière un peu plus structurée, organisée, et je l'espère rémunérée, parce que ce à quoi je veux réfléchir dans la saison 3, c'est la mémoire de la colonisation et de la décolonisation dans nos familles. C'est-à-dire approcher la question de l'histoire de la colonisation, qui est une histoire éminemment politique, mais qui est aussi une histoire extrêmement intime dans les familles, dans plein de types de familles du territoire français, et ça va de familles qui sont considérées comme franco-françaises aux familles qui sont issues de territoires qu'on pourrait appeler des anciennes colonies. Et ces mémoires-là, elles
vont bientôt disparaître parce que les dernières générations de personnes qui ont vécu sous la colonisation commencent à se faire vieilles, celles qui ont vécu aussi les décolonisations aussi. C'est là-dessus que j'aimerais me pencher, mais pas toute seule, parce que c'est beaucoup. Et je pense que vous entendrez que c'est beaucoup à la fois en termes de potentiel, multiplicité du type de récit qu'on pourrait aller chercher, mais aussi quelque chose d'assez lourd en termes de ce à quoi ça peut ou nous confronter en termes de violence. Voilà, et je commence à avoir une constellation de personnes à qui je voudrais pouvoir faire appel. Ça reste un podcast indépendant et donc ça reste quelque chose. C'est pas comme si c'était une grosse institution qui lançait la recherche, mais ça pose plein de questions sur la faisabilité, sur le nombre de profils, sur le nombre de territoires auxquels on peut réfléchir. La question se pose d'aller dans ces territoires, parce que je pense que la mémoire, elle est là-bas aussi, et qu'elle n'est pas traitée de la même manière, ou elle n'est pas processée, ou elle n'est pas digérée de la même manière qu'en France. Et je réfléchis aussi au format, c'est-à-dire est-ce qu'on va rester sur des formats d'interview de 40 minutes en solo, comme on a fait sur les 26 derniers épisodes, ou est-ce que je vais aussi faire appel à des personnes qui sont peut-être plus expertes sur certains sujets, des pans d'histoire, des pans de sociologie. Voilà, c'est des choses que j'ai en tête depuis le début du projet. C'est peut-être le moment d'essayer de concrétiser ça. En tout cas, j'espère que c'est une direction qui va intéresser les personnes qui écoutent Passé Recomposé. Bon, Mélie, ça me fait marrer parce que cette fois, c'est à moi de te poser ces deux questions rituelles de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passé Recomposé. Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude quand tu la racontes ? Oui, je cache des choses. Déjà, je le disais au début, ça me met mal à l'aise, à la fois par rapport à la pudeur que moi j'ai. Je pense que mon entourage ne sait pas forcément beaucoup de choses sur la vie de mes grands-parents. Comme ça n'engage pas que moi, puisqu'on peut retrouver la trace de qui je suis et donc des autres personnes, oui, il y a des choses que je ne dis pas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'amuse pas mal à chaque fois que je pose cette question à la fin. Moi, j'ai fait la pré-interview avec la personne. Moi, j'ai entendu les petites phrases, les petites choses où on se dit « Ah non, ça, on s'arrête là, ou on contourne, etc. » Et régulièrement, les gens disent « Oui, moi j'ai dit toute la vérité. » Et c'est marrant parce que de l'extérieur, on le sent en fait, on le voit. Même je suis sûre que vous, auditeurice, vous l'entendez parfois. Vous vous dites « Cette personne dit qu'elle a dit la vérité, mais moi j'ai bien senti qu'il y avait des choses qui manquaient, qui sont cachées, des silences... » Et pas juste des silences où on ne dit pas des choses, mais ces silences que l'on remplit par d'autres paroles. Donc oui, moi je vais l'assumer. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées au sens où volontairement j'ai choisi de ne pas les dire ou de les dire à demi-mot. Et puis il y a des choses qui sont cachées parce que en fait je ne les sais pas ou je me rends pas compte que je ne les sais pas. C'est ça la nature en fait du récit, que ce soit d'ailleurs le récit familial ou que ce soit le récit national. Et c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien demander aux gens s'ils ont dit la vérité parce qu'en fait, même dans l'histoire avec un grand H, il y a des faits, il y a des chiffres, il y a des dates comme dans nos histoires à nous, mais il y a quand même pas mal de fois où on passe à côté de certaines vérités, où on ne les dit pas, où on ne les comprend pas. Et ça fait partie de comment on raconte l'histoire et des histoires. T'avais bien envie d'y répondre à cette question. Mais je savais pas que j'avais envie d'y répondre. Mais oui, mais en fait, j'ai plein de choses à dire dessus. Mais j'avais oublié que j'avais autant de choses à dire dessus. Mais c'est déjà la fin. Non, ce n'est pas la fin, parce que, enfin... Oh non, la baguette magique. Et là, c'est le moment où tu te dis, mais quelle idée d'avoir créé cette question-là dans ce podcast, en sachant qu'à la fin, moi, je dois y répondre. Dernière question. Si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose ? C'est marrant parce que cette question, effectivement, je l'ai écrite. Et je l'ai écrite en me disant que je savais pas trop ce qui allait en sortir et qu'elle avait un truc un peu... C'est impossible un peu d'y répondre. Parce que,
en général, les choses qu'on veut changer sont des choses gigantesques qui affectent des millions de personnes. Et en même temps, souvent, c'est un espace où on peut faire un peu preuve d'amour ou d'empathie pour nos grands-parents ou les gens qui nous ont précédés et se dire, cette chose-là dans leur vie, j'aurais préféré qu'il ou elle n'ait pas à le vivre. Et donc, si je pouvais changer la vie de mes grands-parents au Liban, oui, j'effacerais la guerre du Liban, ce serait autre chose. Et puis, c'est marrant parce que j'ai une autre réponse pour Janine. Je pense que si j'avais une baguette magique, j'aimerais qu'elle ait accès à une pensée féministe et anticolonialiste. Et ça, c'est injuste de vouloir la changer, elle, parce que elle a été façonnée par tout ce qui lui est arrivé et sans doute beaucoup de choses que moi, je peux pas comprendre. Mais peut-être que ça m'importe parce que je me dis que c'est quelque chose que j'aurais voulu pouvoir vivre avec elle, qu'elle comprenne qu'il y a des paroles et des pensées qui réduisent les autres et que c'est pas juste et que c'est pas ça que je veux avoir à retenir d'elle. Voilà. Bon, après, c'est un peu facile de vouloir changer les gens a posteriori. Donc, comme la plupart des personnes, je vais dire « Qui suis-je pour changer quoi que ce soit ?» Ce sera le mot de la fin. Merci, auditeurices, pour votre écoute. Comme vous l'avez sans doute compris, la sortie des épisodes va être mise en stand-by pendant quelques temps. La saison 3 va nécessiter du travail, de la préparation, sans doute pas mal de déplacements. En attendant, je vais animer un peu plus le compte Instagram. Ce sera l'occasion de vous parler des questions que je me pose et aussi des ressources que je vais utiliser. J'espère pouvoir vous amener un peu plus avec moi dans les coulisses de l'aventure pour la saison 3. Merci à vous, auditeurices. Ça fait 2 ans et demi maintenant que votre écoute soutient Passé Recomposé. Merci à celles et ceux qui ont contribué au cours des années, notamment via le Tipeee. Votre aide a été précieuse. J'aimerais aussi remercier les personnes qui sont venues raconter leur histoire au micro. C'est pas anodin. Au contraire, moi je trouve ça assez émouvant que des personnes viennent raconter les histoires de leur famille pour Passé Recomposé. Un grand merci à Laura d'avoir rendu cet épisode possible. Sans son écoute, sans son temps, sans sa préparation, je n'y serais pas parvenue. En plus, Laura a monté cet épisode, tout comme les autres épisodes de la saison 2. Donc merci. Et enfin, j'aimerais remercier Oriane Juster de l'Atelier Commun qui m'a accompagnée sur les visuels Instagram. Et merci à Arthur Lavandier pour la musique de la saison 2. Voilà, il ne reste plus qu'à vous dire merci pour votre écoute et à bientôt.